Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Ravi de vous retrouver sur ce rendez-vous qui est devenu un rendez-vous mensuel depuis un petit moment maintenant. Aujourd'hui, on va parler de business review et donc plus précisément comment réaliser des business reviews impactantes. C'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, notamment les plus high touch, les mid touch aussi. Donc c'est un sujet qui est assez général dont on va discuter aujourd'hui. Et pour ça, donc j'ai le plaisir d'accueillir Elliot. Elliot que je laisserai se présenter d'ici quelques instants. Mais Elliot qui est un grand contributeur dans la communauté Customer Success de manière générale, et notamment un de nos principaux contributeurs, en tout cas un des contributeurs extérieurs qui a le plus écrit sur le blog de Scaling, et notamment donc avec 3 articles que je vous ai poussés ici. Voilà, Elliot, on voit ta tête un petit peu partout, mais vous avez si ça vous intéresse, les QR codes qui vous permettront de relire ces articles, qui sont en fait un peu tous liés à notre sujet stratégique des QBR. Voilà, comment avoir accès au bon niveau d'interlocuteur, 4 étapes pour désamorcer les objections en Customer Success, etc. Donc des articles qui sont passionnants, que je vous invite à aller lire à travers les QR codes que j'ai poussés ici. Donc bonjour à tous. On est aujourd'hui, donc vous êtes un peu plus de 300 personnes à vous être inscrits, donc vous êtes assez nombreux. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés de plein de pays, de France évidemment, du UK, des US, je vois des gens qui sont connectés en Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, etc. Donc c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a du monde qui vient d'un petit peu partout. Ravi de vous accueillir. On est ensemble pour à peu près 45 minutes aujourd'hui. Voilà. Je précise, donc vous êtes tous là pour le live et c'est tant mieux, ça vous permettra de poser vos questions. Si vous voyez en bas à droite de votre écran, vous avez un petit module de chat, mais juste à côté, vous avez un petit module avec le point d'interrogation, qui est le module pour poser des questions. Et notamment, nous, ça nous permet de nous y retrouver un petit peu plus facilement, notamment si vous avez beaucoup de questions. Donc ça, on peut pas le prédire à l'avance, mais c'est plus pratique pour nous de les voir et de passer à côté d'aucune question. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'utiliser celui-ci. Et donc, voilà, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent déjà voilà, à se présenter sur le chat. Donc, bonjour à tous. Et puis, écoutez, je vous propose juste avant qu'on rentre dans le sujet, de démarrer. Il est 14h03. Elliot, bienvenue. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots? Oui, salut Nicolas, merci et très content d'être ici aussi. Pas de pression du tout de savoir qu'il y a 300 personnes. Du coup, pour me présenter rapidement, donc je travaille chez Sociable, qui est une entreprise SaaS, donc un PaaS, qui propose une plateforme pour les directions de la communication des entreprises, tout type de secteur confondu. On travaille avec des entreprises de toute taille. Après, on travaille sur des enjeux qui sont principalement des enjeux de taille d'entreprises assez grandes, du CAC 40, enfin bref, d'entreprises assez larges et assez internationales. Je suis en charge de l'équipe Customer Success. Il y a 25 personnes dans l'équipe. Et on est sur un CS qui est plutôt très high touch. Donc, tu évoquais mid touch, high touch. On est plutôt très high touch. Et d'ailleurs, je dis tout de suite un très gros disclaimer. Tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est basé que sur mon expérience. C'est un sujet qui, déjà, dans mon expérience, je trouve très complexe. Donc, je ne m'aventurerai pas à aller parler d'autre chose. Donc, forcément, ça aura un prisme très high touch, très consulting, notamment dans le positionnement qu'on a avec nos clients. Voilà. Et d'ailleurs, les clients qu'on a, sont des communicants qui sont donc pas du tout tech savvy, qui ne sont pas du tout des chefs de projet. Et je pense que ça colore beaucoup mon retour, parce que je pense que si on discutait avec des directions IT, on aurait potentiellement voilà, des comportements différents. Ok, ça marche. Bah écoute, merci. Et du coup, pour me présenter rapidement, donc Nicolas, moi je suis cofondateur de Scaling, et donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Scaling, donc c'est une plateforme de customer success.
En quelques mots, une plateforme de customer, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte, on pourrait dire, de CRM qui est dédié à la prévente, c'est-à-dire qu'il y a des CRM plutôt orientés sales, des HubSpot, etc. Nous, on prend le relais de ces outils-là une fois que le deal est signé pour onboarder, suivre, accompagner les clients, voilà, de l'onboarding jusqu'au renouvellement des contrats. Voilà, en passant par tout ce qui est calcul de score de santé, mise en place de playbook, d'alerting, ce genre de choses. Et donc dans une optique qui est une optique SaaS B2B, puisque c'est exclusivement cette clientèle-là qu'on adresse. Donc voilà en quelques mots simplement pour que vous puissiez nous situer. Écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je coupe le partage sur la présentation. Et peut-être, Elliot, avant de démarrer donc notre sujet sur les business reviews, est-ce que tu peux nous donner un peu une sorte de, je ne sais pas si c'est une définition de la business review, mais peut-être expliquer, selon toi, à quels objectifs une business review doit répondre. Écoute, donc je pense que c'est un sujet qui est effectivement important. Moi, je sais que dans mon expérience, j'ai beaucoup remarqué que j'ai vu beaucoup de CSM partir un peu j'ai le nez dans le guidon, un peu dans le décor, parce qu'en fait, on est tous dans le day-to-day. On est tous en train de produire. Il y a beaucoup de slides à préparer dans une business review. Et du coup, j'ai vu beaucoup de personnes suivre des templates, faire des slides et remplir des choses en ayant perdu un peu le nord sur l'objectif de la business review. Et je pense que avoir une bonne compréhension de ce que c'est qu'une business review est probablement la chose la plus importante, parce que les slides sont censés être juste un outil pour. Dans cette définition, j'ai remarqué qu'il y avait deux aspects de la définition. Un aspect qui est très nous, SaaS, quel est nous notre point de vue en tant que CSM sur la business review, à quoi elle doit répondre. Donc généralement, moi je veux checker que le renew va bien se faire, le niveau de risque, je veux rencontrer le sponsor et discuter avec lui parce que je le rencontre jamais, je veux démontrer la valeur et les résultats à sponsor, je veux montrer l'avancement du projet et tu vas partager des alertes s'il y en a, qui sont des éléments très importants et très vrais, et il faut probablement qu'on en parle. Mais le point de vue qui est pour moi le plus important, c'est le point de vue du client. Parce que le client, il ne vient pas là parce que le sponsor vient pas, parce qu'il se dit, tiens, Elliot m'attend, donc je vais venir parce qu'Elliot m'attend. je pense pas que je sois si intéressant que ça à rencontrer. Donc, je pense qu'il faut qu'on reste plutôt focalisé, en tout cas moi dans mon expérience, sur le point de vue du client. Et le point de vue du client, c'est d'aligner un partenariat. On est en partenariat avec l'entreprise avec laquelle on travaille, avec ce client. Faut qu'on soit aligné sur l'impact business actuel et futur qu'on va avoir. Et notamment qu'on regarde ça par rapport à l'investissement et aux besoins stratégiques. Je vais revenir un peu sur le détail de ce qu'il y a dedans, mais et qu'on s'assure d'être dans une démarche d'amélioration. Donc en fait, c'est une phrase qui est un peu compliquée avec plein de mots, peut-être. Oui, mais où chaque mot a son importance quand même. Et en fait, chaque mot a son importance parce que si aligner un partenariat, on est censé être là pour les aider à délivrer de la valeur. C'est pas un autre sujet, qu'est-ce que veut dire Customer Success. Donc, si on n'est pas dans une démarche de partenariat et d'alignement, on risque, nous, de pas trop savoir ce que le client veut, de pas trop savoir ce qu'il veut délivrer, et du coup, de partir dans le décor. Nous, de partir dans le décor. Si le client ne nous informe pas de ça, nous, on va pas pouvoir les aider. Deuxièmement, vu que le client, il dépense de l'argent, généralement, ce qu'on fait n'est pas gratuit, il dépense de l'argent, il faut qu'il y ait un impact sur le business, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait un ROI, le ROI, c'est pas juste aider le chef de projet à avoir une vie plus simple, ça peut être intéressant, mais souvent, c'est quel impact on va avoir sur le business de l'entreprise. Est-ce qu'on va répondre à des enjeux qui sont très forts, notamment si on veut résister à des crises. A priori, la période dans laquelle on est n'est pas une période qui est facile pour le business. C'est un bon exemple. Les financiers regardent les lignes de budget, et en fait, les lignes de budget qui n'ont pas un vrai intérêt pour le business d'entreprise, elles sautent. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on a un impact sur le business. Et après, quand je dis actuel et futur, c'est parce que dans le meilleur des cas, on a un impact sur le business positif dès maintenant. Ceci dit, ça se trouve, on n'en a pas encore aujourd'hui, mais on en aura peut-être dans le futur. Parce que parfois des clients oublient un petit peu. Je parlais d'investissement. L'investissement dans un SaaS, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'au début, on peut peut-être perdre un peu de l'argent, mais l'idée, c'est qu'on en gagne dans le futur. Donc voilà, qu'on soit bien dans cette démarche,
et bien sûr qu'on s'aligne aux besoins de nos clients qui, eux, sont changeants. Je me rappelle de 2020, qui était un moment un peu frappant, avec le Covid, entre début mars et début avril 2020, les besoins stratégiques des entreprises n'étaient pas les mêmes. Et du coup, être capable de suivre ces shifts est important pour garder un peu cette étoile du Nord. Voilà, c'est une réponse peut-être un peu compliquée, mais pour moi, l'objectif, c'est tout ça. Ok. Non, mais d'accord. Donc, du coup, il y a un point d'alignement et un alignement sur l'impact business, pas l'impact projet, etc., mais plutôt une vision high level. Il y a la notion de, on doit se projeter sur le futur. On n'est pas là uniquement pour faire un état des lieux. L'état des lieux, ça peut être quelque chose à faire, mais dont l'objectif est de nous faire parler du futur. Et on est là pour parler de stratégie. Si c'est pas de la stratégie, on est plutôt sur une notion de projet en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, ça marche. Alors après, du coup, moi j'ai une question. Merci d'avoir un peu posé le cadre. Je pense qu'on a tous vécu ce côté business review où on a plus ou moins nous dans nos objectifs de dire ok, moi il faut que je vois mon client tous les trimestres ou en tout cas j'ai prévu de faire une business review, etc. Et puis on le fait, et puis on la cale, et puis on a du mal à faire venir le décisionnaire. Et puis au début il doit venir, et puis finalement il vient plus. Bon bref, comment est-ce qu'on fait pour toi, pour rendre cet événement incontournable pour le décisionnaire? Comment est-ce qu'on fait pour que le décisionnaire, j'allais dire, ait envie de venir, je sais pas, envie, mais en tout cas qu'il soit présent sur ce meeting? Oui. Et c'est une question qui est très compliquée en tant que telle. Il y a pour moi plusieurs volets. Je vais peut-être énumérer les volets, puis après rentrer dans le détail. Il y a un premier volet qui est, enfin moi je me rends compte que dans le coaching que je fais auprès de mes équipes, il y a souvent un manque de compréhension sur l'intérêt même du principe de ce meeting dans un projet quel qu'il soit. On oublie qu'on est un client, je gère un projet, de quoi j'ai besoin et en fait, cette business review a un intérêt. Il y a un deuxième aspect qui est, distinguer les situations qui vont être, des situations où j'ai un chef de projet qui est un champion et qui va être de mon côté et j'ai un chef de projet qui veut pas du tout m'aider à aller rencontrer le décisionnaire. Donc ça, c'est aussi un aspect du décor qui sera important à prendre en considération, parce que la manière de gérer l'avant et le pendant du meeting va changer. Par exemple, si on a un champion, généralement, il va potentiellement nous aider à le faire. Si on a un détracteur, il y aura un peu de boulot. Donc il y a peut-être le sujet de comment le vendre avec, parce que pour que ça soit incontournable, la question c'est, faut que ça soit incontournable pendant, mais encore faut-il qu'on l'ait organisé. Et du coup, si on veut avoir le décisionnaire, c'est comment est-ce qu'on va faire pour vendre. Donc je sais pas si on va peut-être pouvoir rentrer dans le détail sur cette partie-là. Et après, il y a bien sûr l'aspect de pendant la business review, comment rendre l'élément incontournable. Voilà, donc maintenant, si je reviens sur le premier élément qui était pourquoi déjà par essence c'est un meeting qui est important, je vais énumérer, je pense que c'est 5 points que j'ai en tête sur un projet. Pourquoi est-ce que c'est important de faire une sorte de business review sur n'importe quel projet qu'on gère? Pour moi, le principe, c'est que dans un projet, on est le nez dans le guidon, dans le day-to-day, et on avance sur nos tâches, etc. Donc, voilà, nez dans le guidon, on peut très facilement perdre la destination vers laquelle on va. Donc, Ouais, le principe même de de se vue que dire, l'objectif. Ouais. et exactement. Donc, en fait, se dire, je prends du recul, je regarde où j'en suis de mes résultats macro. Est-ce que je voulais aller par là? Est-ce que j'y suis toujours ou est-ce que je suis en train de partir un petit peu ailleurs? Par essence, pour moi, c'est déjà un sujet qui est important. Deuxièmement, cet alignement, on va essayer de le regarder sur plusieurs points de vue et déjà sur ce qu'on a réalisé, mais il y a aussi sur l'alignement business, donc d'un point de vue budget. C'est j'ai des résultats, est-ce que je suis rentable? Ou est-ce que je vais être rentable un jour? Ou est-ce qu'à un moment, il faut que j'arrête les frais et je coupe l'hémorragie parce que je suis en train de dépenser pour pas faire grand-chose? Cet aspect budget, on peut le regarder d'un point de vue ressources aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une perspective positive, mais cette perspective positive, elle est dans quel contexte de ressources? Si j'ai besoin de faire quoi pour que ça marche? Est-ce que j'ai les ressources allouées? Est-ce que je peux les allouer maintenant, plus tard? Donc en fait, il y a un aspect budget financier, un aspect budget ressources. Et après, il y a est-ce que c'est toujours aligné avec mes besoins d'entreprise? Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, mes besoins ont évolué? Est-ce que ce projet a toujours un intérêt pour moi? Et si oui, est-ce que je dois le recentrer un petit peu? Donc, pour moi, sur n'importe quel projet, en fait, on va adresser ces sujets-là dans une vision d'avenir, comme on a dit avant, mais ça, j'en parlerai beaucoup de toute façon, toujours dans une perspective d'avenir. Et donc, par essence,
je considère que c'est un meeting qui me semble important sur n'importe quel projet. Maintenant, la question à se poser, moi, une question que j'aime bien faire en sorte que mes clients se posent, j'aime bien leur amener le sujet pour qu'ils se posent cette question. Est-ce que ça paraît intéressant du point de vue du client de faire ce type de meeting sans l'expert à leur côté? Alors, je dis ça encore une fois parce que j'ai un truc très high touch. Celui que tu appelles l'expert, c'est C'est le champion. Alors, le champion pour moi, c'est l'opérationnel. L'expert, c'est très arrogant, mais c'est nous, le SaaS, qui avons l'habitude. C'est nous, en tant qu'entreprise SaaS, qui avons l'habitude de déployer ce type de projet pour beaucoup d'entreprises. Donc, qui avons du recul, qui avons du benchmark, qui sommes en capacité de donner du recul. Voilà, donc moi après, c'est vrai que c'est très empreinte high touch, mais étant un consultant, un conseiller stratégique comme ça qu'on se positionne vis-à-vis de nos clients, souvent j'essaie de leur faire comprendre au bout d'un moment que voilà, ce meeting est important pour vous. Maintenant, est-ce qu'a priori, vous avez envie d'être aidé? Oui. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment vous vous positionnez par rapport à d'autres entreprises qui vous ressemblent? Est-ce que ça vous intéresse de savoir si vous êtes au-dessus, en dessous, là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon? Effectivement, il n'y a pas il n'y a personne d'autre que le CSM qui pourra apporter cette vision-là. C'est ça. Et d'ailleurs, la question, c'est que si aujourd'hui on considère, je pense en tant que SaaS, qu'on a très peu de choses à apporter pour aider nos clients dans ces meetings-là, il y a potentiellement des questions à se poser. Et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai pris ma fonction il y a 7 ans chez Sociable. Au début, on était dans une capacité beaucoup plus faible à accompagner nos clients d'un point de vue stratégique. On a dû beaucoup bosser pour progresser, pour rassembler des benchmarks, on peut rendre, moi c'est une première brique, c'est on peut rendre l'événement incontournable pour le décisionnaire si si l'événement est incontournable. Donc, est-ce qu'on apporte de la valeur ou pas? Sinon, ils le font tout seuls et puis ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc après, l'autre élément que j'évoquais, c'était le contexte dans lequel on est avec le client, parce que ça, c'est si on a réussi à organiser le meeting, tant mieux. Mais la question de, ok, mais souvent, en tout cas moi, mon expérience, c'est que c'est plutôt plus rare d'avoir des clients qui sont très chauds pour organiser le meeting avec nous en invitant les sponsors, que des clients qui ont besoin d'être convaincus. Donc, qui ont besoin d'en parler et c'est pas naturel pour eux au début, pour plein de raisons. Comment ça, il y a ce vendeur qui essaye d'aller discuter avec mon patron, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il y a plein de c'est moi qui suis en charge du projet. C'est moi le patron. Tu veux rencontrer le leader, mais c'est moi le leader. Ce genre d'objection, je pense qu'on connaît un peu tous. Donc, pour moi, c'est sûr que si on a un champion, ça va être assez facile d'utiliser ce champion pour rendre l'événement incontournable. Et à partir du moment où on a un chef de projet qui est à disposition, et je pense qu'on pourra en reparler plus tard sur l'aspect plutôt concret sur comment on prépare un copil, c'est utiliser le champion pour nous donner un maximum d'informations sur ce que le décisionnaire attend. C'est quoi ses sujets principaux, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les points d'alerte, c'est quoi les sujets sur lesquels la personne va vraiment être focalisée, c'est quelqu'un de très data ou pas très data. Et là, au moins, on est sûr qu'on va apporter de la valeur aux décideurs et du coup, ça va devenir incontournable pour ce décideur. Ouais, donc impliquer ton champion en amont pour savoir comment finalement tourner ta business review pour que le décisionnaire, lui, il trouve son compte et non seulement vienne, mais revienne aussi aux business review suivantes. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on arrive en répondant à des problématiques qui sont les problématiques actuelles, en fait, c'est comme on disait au début, une partie du rôle de la business review, c'est de s'actualiser sur les enjeux de l'entreprise. Parce que très souvent, l'opérationnel ne sait pas trop, il n'a pas une vue stratégique. Ceci dit, souvent, l'opérationnel, il va savoir sur quoi est sensible. Donc, si on peut avoir quelques insights pour au moins aller dans la bonne direction et pas parler d'un sujet dont le sponsor n'a rien à faire, c'est sûr que ça aide. Voilà. Maintenant, il y a effectivement quand même l'autre contexte, qui est un contexte très important, enfin, moi en tout cas, qui occupe beaucoup de ma bande passante et de mon esprit. Chez Sociable, c'est un client, un chef de projet qui n'est pas motivé et qu'il va falloir qu'on motive. Pas envie de faire la business review, quoi. Alors, soit il n'a pas envie de la faire, ou soit il a envie de la faire, mais sans le décideur. Sans le boss. Donc, il y a une méthode que en fait j'avais appris il y a très longtemps. J'avais oublié cette méthode et c'est un collaborateur qui m'a rappelé le nom de cette méthode et qu'on utilise d'ailleurs beaucoup maintenant dans l'équipe, qui est la méthode SPIN.
Alors, c'est une méthode très connue en sales, notamment, c'est situation, problem, implication and needs. Donc, en gros, c'est essayer de comprendre la situation dans laquelle est le client pour récupérer un peu des éléments de contexte avant d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Donc, par exemple, c'est quoi le degré d'information que votre management a sur les résultats et le contexte environnant. Donc, le contexte environnant, c'est on peut avoir des très mauvais résultats, mais si on a passé que 1 heure dans l'année à les avoir, ça se trouve, c'est très bon en ratio temps passé, résultat obtenu. Euh, Mhm. voilà, et c'est quoi le degré de compréhension du management? Comment est-ce que le management a l'information des résultats du projet? Deux problèmes, c'est est-ce que c'est simple pour vous de présenter ces résultats? Et est-ce que c'est facile pour vous de aussi présenter des éléments de benchmark? C'est des choses que vous avez accès en ligne ou autre? Je pense qu'on me voit venir. Euh, ensuite, l'implication de ce problème, c'est est-ce que vous pensez que le management pourrait prendre une décision, par exemple, d'arrêter le projet parce qu'ils considèrent que c'est pas rentable, mais parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne compréhension et votre maturité sur le sujet, parce qu'ils n'ont pas forcément la compréhension qui va derrière ces objectifs? Est-ce que vous pensez que dans un contexte dans lequel il y a des coupes de budget, ils vont se dire bon bah en fait c'est peut-être pas rentable parce qu'il manque d'éléments? Et après, la question de la fin qui cloue le spectacle, c'est voilà, et si demain vous avez la possibilité d'avoir un compte rendu tout fait, tout préparé, avec un point de vue d'expert, des benchmarks, autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait? Est-ce que si vous y avait quelqu'un d'autre qui disait, qui louait tout ce que vous faites de bien sur le projet pour vous jeter des fleurs, ça vous aiderait? Alors, peut-être moins direct que ça, mais c'est un peu l'idée. Oui, c'est ça. Montrer que, en tout cas, c'est un événement, un meeting qui va aussi permettre de l'aider, de le faire briller et dans tous les cas de s'aligner aussi sur ce qui va être sur ce qui va être dit par la suite. C'est ça. Et moi, ce que je trouve génial dans la méthode SPIN, c'est que c'est une méthode qui fonctionne que par question. Donc, qui est d'ailleurs super pour gérer tous les types d'objections, hein, quelles qu'elles soient. Celle-ci en est une. On ne veut pas faire de copie. C'est ce que du coup, c'est le client qui arrive lui-même à la conclusion parce qu'on l'a guidé et c'est pas nous qui avons forcé le système. Ou souvent, je vois que c'est là que ça clash. Il y a des personnes qui vont aller dire oui, mais c'est hyper important de faire ton copie. Et là, on est très poussif. Et si la personne est déjà en train de se dire qu'on veut aller se placer devant le patron, je pense qu'on est en train d'enfoncer le clou. Donc là, c'est plus délicat comme approche et ça permet d'y aller progressivement. Ok, ça marche. Donc ça, c'est donc la partie en amont de la business review. Oui. Ok. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses sur Ah, sur ce troisième point? moi, je pense que le dernier point pour le rendre incontournable, c'est en fait, c'est lié à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que parfois, et d'ailleurs très souvent dans mon expérience, quand on a des clients qui sont détracteurs, on va pas forcément réussir à les convaincre tout de suite d'organiser un copil avec le patron, la patronne ou ce qu'on veut. Et en fait, c'est pas forcément un problème. Donc, déjà, juste par qualificatif de dénomination, pour moi, business review n'a lieu que s'il y a business, donc s'il y a un interlocuteur business stratégique qui détient les clés de la bourse et qui a une vision stratégique sur l'entreprise. Donc, à partir du moment où le décideur n'est pas là, on ne fait pas une business review, on fait une project review. Ceci dit, il y a un entre-deux qui est de faire et d'essayer de délivrer le message de la business review au chef de projet pour que soit le chef de projet puisse au moins avoir le bon degré de, d'éléments à présenter au sponsor. Donc déjà, on sait à peu près ce que le chef de projet va présenter aux décisionnaires. Et souvent, en faisant cet exercice, j'ai vu très souvent des chefs de projet qui se rendent compte au moment où on fait justement cette pseudo-business review, mais project review avec le chef de projet, ils se rendent compte de tout ce qu'on apporte qu'ils ne seront pas en capacité d'apporter, ils se rendent compte de toutes les fleurs qu'on leur envoie et il n'y a pas de spectateurs. Et du coup, ça peut être un bon moyen de leur montrer qu'on peut apporter de la valeur et de leur poser des questions auxquelles ils n'ont pas les réponses, pour leur montrer que finalement, on pourra peut-être les aider. Donc en fait, souvent, Ouais, faire et cette que project finalement ils review, se disent bon finalement ouais ce que je voulais présenter au boss en fait, ce serait peut-être viens, ce j'aime serait bien peut-être comment pas tu le mal que dis. tu sois là en fait C'est ça. parce que tu le dis peut-être mieux que ce que je dirais moi Oui, puis je préfère que ce soit toi qui le dises que moi. Je préfère que tu dises que j'ai bien fait mon travail que moi. accessoirement aussi parce que le poids effectivement Voilà. est différent. Donc ça, Ok, c'est ça pour marche. avant, et je pense que la conclusion, c'est pendant la business review pour la rendre incontournable. Après, c'est un sujet très vaste, et tu me diras comment est-ce que tu veux qu'on découpe ça, mais faut qu'elle soit clean focus.
Donc en gros, il ne faut pas qu'on parle de nous, il faut qu'on parle d'eux. Et même si nous, on a des choses à dire, il faut qu'on se débrouille pour que ça soit présenté d'une manière à ce que le client soit intéressé d'entendre l'info. Et deux, il faut qu'on soit high level, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un décideur, on parle à un décideur. Donc il ne faut pas qu'on parle de fonctionnel, il ne faut pas Ouais. qu'on parle de détails. Voilà. Et justement, ça ça fait une bonne transition sur ma question suivante, parce que je pense que pareil, on a tous connu la business review où, alors oui, tu peux avoir celle où le décisionnaire ne vient pas, donc c'est une réunion projet, mais tu peux aussi tout à fait avoir celle où le décisionnaire vient, j'allais dire un peu avec ses gros sabots en me disant mon équipe m'a remonté que il y a tel truc qui marchait pas, expliquez-moi, et où tu redescends tout de suite dans le micro, dans du projet, dans ce genre de choses. Donc oui, du coup, toi, est-ce que tu as des astuces comme ça qui permettent de rester high level et de rester justement sur un rendez-vous qui est un rendez-vous stratégique avec le décisionnaire et où tu redescends pas dans du projet? Et c'est, je pense, toute une des difficultés de ces copiles, c'est que très souvent, moi je l'ai remarqué, on arrive à organiser la business review, on est content, on a préparé toutes ces slides, mais en fait, garder une tonalité qui soit une tonalité et discuter des bonnes choses avec le décideur est important et effectivement, c'est discuter high level. Donc la définition pour moi d'high level, il y a plein de choses qui vont dedans. Je pense qu'avant de rentrer dans ce qu'il y a dedans, il y a pour moi un prérequis qui est important, qui est la notion d'objectif business. Euh, et pour moi, en fait, ce prérequis, il doit être en tâche de fond sur 100% des choses qu'on pense, déjà jour et nuit à propos de notre client, pendant la business review, mais en dehors. C'est en fait la seule raison pour laquelle le client il trouve de l'intérêt à ce projet-là, c'est s'il y retrouve quelque chose. On en parlait dès le début. Donc, si on a une très faible connaissance des objectifs pour lesquels le client nous ont sollicité, et je ne parle pas du chef de projet qui nous dit qu'il nous veut parce qu'il veut plus d'eux. Nous, on a beaucoup ça. Mm. On fait de l'employé de advocacy, par exemple. On veut plus de partage sur les réseaux sociaux. Bon, très bien. Est-ce que le CEO sera très content de savoir qu'il y a plus de partage sur les réseaux sociaux? Probablement Oui, il qu'il a s'en peut-être un fout. objectif C'est un peu ça. plus Ils sont tout stratégique connectés. derrière C'est ça. ça, Donc, il y qui a sont cet d'ailleurs objectif. des objectifs généralement qui ont commencé à être qualifiés en avant-vente, qui ont été normalement revalidés après avec le client Théoriquement, dans les kick-offs, etc. Mais en tout cas, oui, déjà théoriquement, et ensuite sur lesquels c'est effectivement ça. chaque business review est l'occasion Et de exactement. rechallenger ça et de vérifier que l'alignement est toujours correct et que la direction est toujours correcte. Mais C'est ça. effectivement, je sais plus le proverbe, mais voilà, enfin, celui qui ne connaît pas sa destination, nul vent n'est favorable. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est ça. Et donc, ici, pour moi, le point qui est important, c'est qu'il y a comprendre l'objectif et il y a comprendre le contexte de l'objectif qui pour moi peut changer du tout au tout les conversations qu'on va avoir avec un décisionnaire. Je vais te donner un exemple qui nous concerne. Donc, on est une plateforme de communication, on travaille beaucoup avec des communicants. Et je vais donner un objectif business et deux contextes différents qui sont complètement opposés pour montrer comment le contexte peut éclairer complètement sur la situation. Donc, on Mhm. travaille sur de l'engagement collaborateur, sur aider les collaborateurs à partager sur les réseaux sociaux pour être les ambassadeurs de la marque. Et il y a des entreprises qui nous sollicitent parce parce qu'ils veulent renforcer la stickiness des employés dans l'entreprise, donc qu'ils restent plus longtemps dans l'entreprise, et ils veulent accélérer le recrutement. Un premier contexte très positif peut être, si l'entreprise est en très forte croissance, ils arrivent sur un nouveau marché, ils ont un nouveau produit et ils ont besoin de recruter énormément, et en parallèle, ils ont envie de peaufiner un petit peu la stickiness des employés dans l'entreprise. On a un autre contexte qui peut avoir exactement le même objectif, qui est l'entreprise se fait siphonner ses employés par un concurrent. Et du coup, ils ont besoin de colmater l'hémorragie pour faire en sorte que les gens restent. Donc, en fait, ils se rendent compte qu'il y a des gaps, qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits chez eux. Et deuxièmement, ils ont besoin de recruter beaucoup pour remplir le trou. Et donc, on est sur l'exact même objectif. Et le contexte a rien à voir. Il y en a un qui est très positif, croissance ou autre, et l'autre qui est plutôt très négatif. La survie de l'entreprise en dépend. Et en fait, si on ne connaît pas ce contexte, ça va être très difficile pour nous d'avoir une conversation intelligible avec le décideur, parce qu'on aura du mal à comprendre pourquoi on parle de ce dont on Mm, parle. mm, mm. Ouais, Donc ok. voilà, donc c'est pour ça que je dis, ça c'est pour un prérequis, parce que c'est une sorte de tâche de fond qui guide l'ensemble de ce qu'on va dire. Et d'ailleurs, dans la réalisation de la business review, je ne sais pas si on reviendra plus en détail là-dessus, mais s'assurer qu'on prend chacun de ces objectifs contextualisés et qu'on montre comment on y répond est une partie très importante.
Bref, donc voilà. Après, sinon, je dirais plus structurellement pour rester high level et donc revenir à ta question initiale, les astuces pour rester high level. Pour moi, il y a parler de ROI le plus vite possible. Et le vrai ROI passé, mais aussi le futur, j'en reparle. Toujours le Euh, futur. Ça a toujours le futur, parce que le futur est peut-être plus positif que le passé. Deux, les succès opérationnels, parce qu'il faut quand même qu'on dise bravo aux champions. Et il faut quand même que voilà, le champion se sente valorisé sur les choses, sur les succès qu'il a mis, qu'il faut bien sûr mettre en contexte. Il y a toujours des succès à trouver, même avec des gens qui ont très peu de bande passante ou autre. Bah, le peu qu'ils ont fait, ça a permis de voilà. Et les actes d'amélioration, parce que ce n'est pas un statu quo, il y a toujours une possibilité de s'améliorer et de progresser. Et du coup, il faut que voilà, dans la tête du décisionnaire, on soit dans cette démarche d'amélioration positive, continuelle. Donc voilà, donc un ROI qui s'améliore, mais aussi avec des vraies potentielles solutions derrière, qui sont des solutions potentiellement d'ailleurs à arbitrer en termes de choix, de disponibilité des ressources. Sur, voilà, est-ce qu'on va là ou là. Ouais. Mais le futur, en tout cas, effectivement, t'en parles. Ça fait plusieurs fois que tu en parles. C'est une notion qui est importante. Pour toi, c'est presque la dimension majeure hein, de ce rendez-vous. C'est parler du futur et finalement réserver quoi. Tu penses qu'il faut réserver même l'essentiel du temps de la business review à parler de l'avenir ou pas? Parce que c'est vrai que souvent les business reviews on est quand même beaucoup à regarder les résultats et voir, regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Toi, tu conseilles d'y allouer un pourcentage du rendez-vous? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure je suis capable de répondre sur un pourcentage. En revanche, pour moi, le passé ne sert que le futur. C'est Ouais, si ça, on ça te sert à appuyer ce que tu vas pousser exactement. derrière. C'est que si on fait une business review sur ce qui s'est passé l'an dernier, la réalité c'est qu'on fait un post-mortem. Moi, j'aime pas trop le post-mortem, il y a mort dedans. C'est Oui, pas c'est pas forcément très joli comme mot, pas mais très bon, écoute, rétention friendly, voilà. mais le Donc mot existe, écoute. c'est ça. Donc, mais si on reste que sur le passé, on est sur un post-mortem. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant, voilà où on en est. Fin. Du coup, on parle du passé, du coup, on parle potentiellement des problèmes du passé. Pour moi, le renouvellement est toujours un acte qui se passe dans le futur. Donc, en gros, la suite de notre relation en tant que partenaire est une suite de relations dans le futur. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, qui nous permet de comprendre ce qu'on va pouvoir faire demain, qui permet de comprendre les choses qu'il faut qu'on ajuste demain, qui permet de comprendre les résultats qu'on va peut-être pouvoir obtenir demain ou faire grandir demain. Mais le Ok. passé est un outil qui sert le futur. Et donc, en fait, pour moi, 100% de la business review, c'est sur le futur. Mais on utilise le passé comme un outil. Je ne Ouais, sais pas ça si ça marche. répond Ok. à une question. Oui, si, si. Bon, du coup, désolé, je t'ai coupé un peu dans ton élan. Donc, tu disais en tout cas, voilà, qu'il y avait trois messages, trois points clés à faire passer. La notion de ROI, la notion du succès de l'opérationnel pour, comme on disait tout à l'heure, mettre le champion en lumière et du coup parler des axes d'amélioration pour parler du futur et éventuellement d'ailleurs commencer à préparer le terrain d'un upsell potentiel. Parfait. Et donc, toujours sur cette question du high level, en termes de préparation de la business review, est-ce que tu as des éléments à pousser par rapport à ça? Bah, la préparation, elle est forcément liée à. Ces conversations high level sont pas faciles à avoir, donc il faut bien se préparer. On le disait avant, si on a un champion, ou même si on n'a pas trop un champion, mais qui a au moins décidé de faire le meeting et qu'on saura qu'il y a le sponsor, impliquer du mieux qu'on peut le chef de projet dans cette préparation. Alors c'est peut-être nous qui produisons tout, mais on passe au peigne fin avec cette personne pour s'assurer justement, comme on disait avant, de connaître les sujets high level qui vont intéresser notre décisionnaire. Il y a un sujet aussi qui est l'astuce pour rester high level, peut aussi être dit comme l'astuce pour éviter d'être trop opérationnel. C'est par exemple tous les sujets qui sont vraiment micro-opérationnels, potentiellement les frictions. Il y a eu vachement de tickets support, il y a peut-être eu quelques bugs qui sont arrivés au mauvais moment, de les débunker avant dans un comité projet dans lequel on en parle avec le chef de projet pour éviter Oui, que tu ça tombe. organises ça en amont. C'est ça. Et quand même, c'est la notion de venir toujours, on ne vient pas à un duel avec un revolver non chargé, je ne sais pas d'où vient cette phrase, mais c'est être prêt à tout malgré tout. Donc, c'est-à-dire que même si on pense avoir débunké ça en amont, se préparer à si le sujet va exploser pendant, donc qu'on ne prévoit pas de mettre Oui, proactivement dedans, mais qu'on ne prévoit la slide en cartouche, oui. cachée Parce que quelque tu peux part. pas.
te prévenir à 100% que t'as pas le Exactement. décisionnaire qui va arriver, débarquer dans la pièce, il a à peu près rien suivi du projet, il y a ses équipes qui lui ont monté trois problèmes qu'il y avait eu, et lui, c'est avec ça qu'il va arriver, donc t'as beau débunker tout ce que tu veux avec le chef de projet, lui, il va arriver, il va te tuer ton, C'est il ça, va te oui, tuer ton arbre. j'ai Et vécu. donc, ouais. Ça m'a flingué Oui, quelques bah, copiles et du coup, au je, moins je, venir avec je lui vois, je vois des aussi fois assez bien. est plus agréable. C'est au moins on a des Euh, réponses, on peut plus vite passer à autre chose. Voilà. Ok, mais donc du coup, tu te gardes un peu cette cartouche voilà, de côté. Tu as la slide au cas où pour dire, bon, ok, si tu veux qu'on parle de support, je vais te parler de support. J'ai les éléments pour te répondre factuellement et hop, on reprend après sur le côté plus strat. Ok, donc C'est être ça. prêt malgré tout, ça marche. Et tu parlais de la préparation en amont. Sur ce sujet-là, tu dis, oui, ben, impliquer le champion, préparer avec lui, etc. Est-ce que tu vas jusqu'à lui soumettre tes slides une fois qu'elles sont prêtes, lui montrer les slides, ou pour toi, c'est pas forcément une bonne pratique? Alors, ça dépend des cas. Je ne sais pas si j'ai une méthode claire pour définir les cas, mais alors très souvent, on présente les slides au chef de projet. Très souvent, parce que de toute façon, c'est plus confortable que le chef de projet souvent ne les découvre pas. Ça m'est déjà arrivé de pas trop les partager quand je sais que j'ai justement un chef de projet qui est détracteur et que je suis obligé, d'aller évoquer des sujets, avec le sponsor, alors le plus habilement possible. Mais Et que je sais tu que c'est pourras parfois pas des évoquer avec lui. alors, bah, c'est-à-dire que si je les évoque avec lui, et si on est sur un chef de projet détracteur qui fait tout pour miner le projet, il va probablement pas vouloir qu'on parle de ce genre de choses-là. Donc, parfois, et je sais que c'est un sujet à débat dans l'équipe où des personnes peut-être plus jeunes sur le métier ont du mal à se dire, mais en fait, on va vraiment aller dire aux sponsors des choses, qui vont pas forcément aider le chef de projet. Il faudra être très habile si on le fait avec le chef de projet dans la salle, il faudra être politiquement très correct. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, en tout cas aux personnes de mon équipe, c'est que notre contrat, il est avec le décisionnaire. C'est qu'on a Mhm. la personne qui a signé, c'est le décisionnaire, son budget, c'est son budget, et notre job, c'est qu'il délivre de la valeur. Et quand on a un chef de projet qui est détracteur, qui ne veut pas travailler, de toute façon, pour les aider à avoir des bons résultats, on va forcément être contre eux, enfin, contre les opérationnels qui ne veulent pas délivrer. Donc Ok. peut-être Donc qu'à un moment, globalement, il faut l'assumer. plus il est avec toi, plus tu peux aller jusqu'à lui montrer les slides, lui faire valider tes slides. Plus il est contre toi, plus il faut arriver à trouver des subterfuges C'est ça, c'est ça. Pour pour pas se tirer en une balle dans le pied et se pour en scier la dire jambe. le minimum en amont et qu'ils sachent pas exactement de quoi tu vas parler exactement, puisqu'il y a peut-être des choses qui vont aller effectivement contre lui, quoi. Et du coup, en parlant de, et peut-être un dernier élément à ce sujet-là, désolé, je peux attendre un peu de temps sur le high level, mais qui me semble important, c'est en repensant à des comportements que je vois beaucoup chez des CSM plus jeunes dans le métier et qui sont peut-être moins habitués à l'exercice du copil. C'est que j'ai beaucoup vu de CSM qui se focalisent sur le slide, qui préparent des slides, et du coup, on les a préparés, on a passé vachement de temps, donc il faut les présenter. Elles sont très belles, j'ai quand même fait un super travail, donc je vais quand même les présenter. Et qui, du coup, aussi présentent leurs slides format webinar. Du coup, personne n'a le droit à la parole. L'objectif du copil est d'avoir une conversation avec le décideur sur les sujets business. Alors, Ok, sur tout ce qu'on fait avant, une conversation. Une conversation veut dire que les slides sont un outil. Et moi, les meilleurs copiles que j'ai jamais fait sont des copiles dans lesquels souvent j'ai fait 10% des slides. On a eu des conversations super intéressantes sur des vrais enjeux stratégiques. Et d'ailleurs, très souvent à la fin, bah, en fait, le client demandait à reprogrammer une autre session parce qu'ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils veulent continuer la conversation. Et je sais que ça m'est arrivé d'avoir ces conversations avec des personnes plus juniors dans mon équipe qui étaient à côté et que je voyais en panique complet parce qu'ils étaient en mode de mettre du temps, on a tant de sujets à voir, il y a toutes ces slides à passer. Je, L'objectif est d'avoir une bonne conversation business avec les décideurs. Faut ok. qu'on la conversation, les slides sont un outil et si on présente que 10%, c'est pas grave. Ouais, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne discussion. Exactement. Ça marche intéressant. Tu disais, oui, c'est des fois la business review se transforme en webinar en étant que descendant. J'en profite pour dire que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui avaient été posées. Ce que je vous propose, c'est que j'ai encore quelques questions à poser à Elliot et ensuite on se garde 15 minutes. On essaye de toute façon de vous libérer au maximum à 15 heures. Donc, première chose, là tu parlais des slides.
Moi, j'ai une question. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de business review et on fait ça volontairement parce que je sais que tu n'es pas forcément fan du côté QBR pour le quarterly business review. Pour toi, la business review, c'est un échange qui doit avoir lieu à quelle fréquence? Si c'est pas forcément une QBR, la BR doit avoir lieu à quelle fréquence, avec finalement un peu quelle structure type? Alors, c'est marrant que tu Deux dises questions ça en parce une. que ouais, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Non, j'ai affiné, je pense, c'est vrai que quand j'avais présenté ce sujet à Engage, j'avais eu un point de vue très, très direct sur. En fait, j'aime pas le Q de QBR quarterly parce que par principe, ça force et j'aime pas forcer. Je veux pas me dire que c'est moi qui impose à mon client la régularité et ça peut le braquer. Ceci dit, je pense qu'en disant ça, il y a peut-être une notion de finesse qui manque. C'est donc il faut faire la business review à la régularité qui convient au client. Ceci dit, et c'est une conversation que j'ai pas plus tard que ce matin avec une personne de mon équipe, on était très d'accord pour dire ça, c'est si on laissait les clients décider de ce qu'il fallait faire, on n'avancerait pas beaucoup, probablement. En tout cas sur un certain nombre de sujets, parce qu'ils n'ont pas forcément la maturité pour les gérer avec notre expérience. Donc, il faut aussi qu'on les challenge. Et forcément, avec ça, il y a le sujet de la quarterly. Ça a l'avantage quand même de se dire au moins tous les 3 mois, on regarde. Ouais, tu as des points Donc, j'aurais d'étape tendance à. Donc, qui le sont clairs. QBR n'est pas à 100% incohérent. Les quarters sont importants. Ceci dit, il faut être ouvert et flexible. S'il y a un client qui sent que ça ne va pas aller pour lui, vaut mieux faire une très bonne business review annuelle. Et j'ai des clients beaucoup plus sticky avec qui on a des business review annuels que des clients avec qui on a fait des QBR à quarterly et qui c'est pas forcément bien fini. Donc, Oui, et s'il se passe rien entre tes 4 QBR que tu as fait dans l'année, exactement, effectivement, c'est pas forcément beaucoup plus constructif, quoi. c'est ça. Et du coup, sur ta deuxième question qui était la structure, j'ai à peu près une structure type en tête. Alors, tout est aussi adaptable en fonction de ce que le client veut, Ouais, bien etc. sûr. Mais en gros, il y a 4 grandes parties. La première, c'est je n'ai pas la traduction en français parce que je trouve que l'expression anglaise est très bien. C'est le the good, the bad and the ugly. C'est le bon, la brute et le truand, mais en version, c'est le bien et le pas bien. Et c'est Mhm. la notion de feedback à ouvrir aux clients dès le début pour qu'ils puissent un peu nous dire ce qu'ils en pensent avant même qu'on ait parlé des objectifs. Souvent, on laisse la place aux champions pour qu'ils disent à quel point c'est bien. Le warning sur cette première partie, c'est à ne pas faire si ça se passe pas bien, parce que là, on ouvre une Ouais. porte qui va pas servir à grand chose. J'ai essayé. Et dans ce Ça cas-là, me- tu passes directement au point 2. Bah, en fait, dans ce cas-là, où tu passes surtout 1 heure et demie à juste en prendre beaucoup, pas dans le bon Oui, sens. oui, Donc non, oui, mais c'est ça. ah oui, c'est que sinon on la skip complètement. Et on passe sur, donc, premier, c'est Executive Summary, donc avec les points que j'évoquais avant, ROI, les succès et les points d'amélioration en version très high level. Comme ça, si le sponsor il doit partir au bout de 30 minutes, il a à peu près toutes les idées. Et Mhm. après, on va rentrer dans le détail. J'aime bien la notion de rentrer dans le détail après, parce que c'est voilà ce que je vous dis, voilà notre analyse. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et du coup, parfois, ça coupe un peu des points de vue détracteurs dans lequel on dit bon, on va expliquer pourquoi. Donc en gros, on n'a pas expliqué, on assume, on va expliquer après, et comme ça, vous comprendrez pourquoi, mais vous avez une vue d'ensemble, vous comprenez où est-ce qu'on va, et tout est cohérent. Donc ça permet de couper un peu les détracteurs qui vont prendre point par point chacun des sujets. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, si on a une très bonne conversation, je préfère m'arrêter à la fin de l'executive summary que d'aller Ouais. sur le détail de chacune des datas, du benchmark ou autre. On peut mettre du benchmark aussi dans l'executive summary, mais si on va dans le détail de l'explication de chacune des actions opérationnelles qui ont été menées, leur performance ou autre, c'est plutôt pour donner du contexte et effectivement servir les messages qu'on veut délivrer. Et bien sûr, à la fin, des next steps pour comment on construit Le futur. l'avenir. Et a priori, enfin, donc court et long terme. Et c'est aussi l'opportunité potentiellement de proposer de nouveaux cas d'usage, upsell et tout. Ouais. Et justement, par rapport à cette question des next steps, très souvent, il y a, enfin, c'est pareil, il y a le côté où tu viens, tu fais une reco sur, OK, ça s'est passé comme ci, voilà ce qu'on aurait pu faire mieux, voilà ce que je vous recommande. Du coup, monsieur le client, bah, vous avez potentiellement ça, ça et ça à faire. Et puis, des fois, ça fait pchit. Et puis, tu te revois 3 mois après. Ah oui, Oui. pardon, désolé, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je suis dans un tunnel. Finalement, en fait, 3 mois après, t'as pas beaucoup bougé. Comment est-ce que tu fais pour sortir donc un peu du mode déjà
descendant de la business review, tu viens juste avec des recos, etc. Et comment est-ce que tu fais pour responsabiliser ton client, notamment donc sur la business review, mais aussi pour que lui prenne en charge finalement son futur et se entre guillemets se prenne en main, si j'ose l'expression. Bah, puis j'ai vu qu'il y avait une question qui était liée sur comment clore les business reviews, donc c'est un peu aussi ce sujet-là. C'est pour éviter le mode descendant, bon déjà, si on est d'accord pour se dire qu'on veut avoir une conversation, déjà, on n'est pas dans un mode descendant. Le mode descendant, il est vraiment si je présente moi et vous écoutez, Mm. ce qui est pas ultra, sympa pour la personne qui écoute, qui a priori c'est son projet, sa boîte. Oui, il a Donc, peut-être si son on mot à est là pour dire. avoir une conversation, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on évoque certaines choses, il faut tout de suite, enfin très régulièrement, demander un retour, ce qu'ils en pensent. Et c'est pareil pour les next steps. On parlait des next steps. Alors normalement, déjà dans l'executive summary, on a identifié les succès. A priori, on va vouloir les refaire. Ce qui marche bien, il faut le refaire. Les axes d'amélioration, on a évoqué des grandes idées. C'est pour ça que j'aime bien en parler dès le début, parce que ça génère des conversations sur les potentiels axes d'amélioration. La next step la dernière partie next step est plutôt une partie très opérationnelle pour dire concrètement voilà ce qu'il faut faire. Mais déjà, si on a une conversation sur ça dès le début, on n'est pas dans un mode descendant et entre guillemets, la partie next step, elle arrive, on n'a même plus besoin de la faire parce qu'on en a tellement parlé avant qu'on n'a plus trop besoin de la faire. Maintenant, pour effectivement responsabiliser son client, donc il y a le mode descendant de la conversation, donc le mode pas descendant de la conversation du coup, et comment on implique le client, c'est dans les réalisations et dans les actions, il faut clarifier du mieux possible qui doit faire quoi. C'est en gros, voilà ce qu'il faut faire pour que le projet fonctionne, voilà ce que vous devez faire, et accessoirement, voilà comment nous, on va vous aider. Et pour moi, le principe dans le circo est pas de présenter voilà tout ce qu'il faut faire tout court, c'est de se dire peut-être voilà quelques idées. En fonction de vos ressources disponibles et de ce qui vous semble le plus cohérent pour vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on choisisse? Et donc là, on rentre dans ce mode de Ok. conversation et en fait, le client, pendant le meeting, il choisit, ce qu'on va faire. Donc le principe est pas de passer du temps à lister les next steps. Moi, je préfère limite ajouter une demi-heure au stirco pour avoir cette conversation de on choisit et il faut qu'on choisisse avec le décideur, si possible, qui lui a une vision sur les ressources disponibles et pourrait Ok. arbitrer, de dire ce sujet me semble plus prioritaire et plus impactant pour nous, celui-là, on le garde pour plus tard. Et après, Ok. normalement, c'est mis d'accord à la fin pour se dire, bah voilà ce qu'on considère comme prioritaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à et on fait des meetings projets Ok. pour détailler concrètement comment on va y aller. Ok. Et donc ça, c'est des choses que tu vas suivre, j'imagine, dans un success plan, quelle que soit la forme qui va prendre, où tu vas lister les pour-actions, les responsabilités des uns et des autres, et que tu vas alimenter et mettre à jour d'une business review à l'autre. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a juste une méthode que je veux évoquer parce que moi, c'est une méthode qui m'a beaucoup aidé. Qui est la méthode AMPM de Hugh Nabelsmoor, pour ceux qui la connaissent. Beaucoup de personnes la connaissent, je pense, dans le milieu. Ouais, Mais je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent. c'est ça. Donc en fait, AMPM, c'est Activity Measurement, Performance Measurement. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est parce que les next steps sont liés à l'atteinte des résultats. Et très souvent, nous, ça nous arrive d'avoir des clients qui veulent des résultats inatteignables. Et parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Ils n'ont pas forcément l'expérience, ils ne se rendent pas compte de ce qui est atteignable ou pas. Et en fait, c'est au lieu de dire c'est inatteignable, qui est pas du tout quelque chose de positif et qui peut mettre un peu en friction, c'est de dire très bien, mais voilà, si vous voulez faire ça, qui est très ambitieux par rapport au benchmark, voilà ce qu'il faut faire. Oui, Et du coup, bah, potentiellement les en ressources choisissant, qu'il faut mettre ou le bah, temps c'est qu'il faut ça, y passer, ce genre de choses. exactement. Et donc, en gros, quand on choisit les actions, bah, si on choisit quelques actions parmi l'ensemble, bah, du coup, on est déjà en train de rechallenger ses objectifs. Donc, en fait, la conversation objectif et next step, en tout cas, choix d'arbitrage de ce qu'on va choisir de faire, est intrinsèquement lié. Ok, ça marche. Dernière question avant de prendre les questions de l'audience, et il y en a pas mal, et il y en a plein qui ont été upvotés. Donc, si on peut faire Ouais. réponse en 2 minutes, pour toi, si on doit résumer là un peu ce qu'on s'est dit, un CSM, quand il part de sa business review, pour toi, qu'est-ce qu'il doit avoir comme output en quelques mots, ce sera quoi une business review réussie voilà, avec quels outputs je dois partir d'une business review réussie. Alors, je pense que les outputs principaux qu'il faut avoir, qui sont d'ailleurs les outputs qu'on veut avoir en partenariat avec le client, donc on veut que ça soit vraiment officiel et clairement évoqué dedans, c'est on a validé les perceptions et l'alignement sur le risque, quels sont les risques qu'on a identifiés et les actions à prendre
ou pas, on accepte que ça brûle et c'est pas très grave et c'est comme ça. Quels sont les besoins de l'entreprise, les nouveaux besoins, et s'assurer on a fait évoluer la perception du besoin. Et 2, qu'on a validé la perception et l'alignement sur la valeur délivrée, la valeur, perçue, parce que, si on comprend pas ce que le client perçoit de la valeur de notre projet, c'est très compliqué pour nous de répondre à des questions qui seront des questions plus internes, type, et ça c'est le takeaway interne, c'est, «Est-ce qu'a priori je vais renouveler?» J'ai pris le pouls pour savoir si, niveau de risque est fort ou pas. J'ai validé les opportunités, j'ai validé les next steps et du coup, forcément, avoir des next steps concrètes, arbitrées, choisies, dans une dynamique dans lequel on sait l'impact que ça va avoir, sur quel KPI et un arbitrage fait par un sponsor, nous met dans une démarche, positive, en tout cas plus maîtrisée. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Elliot. Non, on a déjà dépassé le timing, soyons honnêtes, mais on a 9 minutes pour atteindre 15 heures. Vous êtes encore pas mal à être connectés. Il y a pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est de les prendre on va prendre celles qui ont été le plus votées. Donc, n'hésitez pas à regarder les questions qui vous intéressent le plus. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de toutes les prendre. Du coup, la première, Axel, à qui j'ai répondu, est-ce que vous allez partager un article post-webinar? Oui, on va en faire un, donc je sais pas, d'ici quelques semaines, probablement un mois ou deux. On aura un article qui sera publié, qui sera une retranscription de ce webinar, comme on le fait maintenant de façon quasiment systématique, et qui sera relayé dans notre newsletter. Et du coup, comme tout le monde vote, l'ordre des questions rebouge. Quentin qui demande, lors de cette business review, vos CSM sont-ils accompagnés de compte managers ou gèrent-ils seuls ces enjeux business? Si un AM intervient, quelle est sa valeur ajoutée? C'est une très bonne question. En fait, on a, nous, ce qu'on appelle, on a des CSM business et des CSM projets. Ce qui revient un Donc, peu ça à revient au point même. compte manager CSM. Alors, sauf que les CSM business sont des CSM très impliqués avec un nombre très limité de comptes. Donc, on n'est pas dans une démarche d'account manager qui vont arriver, survoler, gérer un upsell, et etc. On est sur un key account manager plutôt. Et donc, en fait, c'est limite le key account manager qui définit la stratégie sur ce compte-là, avec l'aide du CSM projet qui va lui fournir des informations projet plus opérationnelles. Mais si la question est dans des organisations où il y a les CSM à côté avec des sales qui vont intervenir pour faire le business, ma réponse c'est j'ai aucune expérience là-dedans. Maintenant, si la réponse est nous, on a plutôt une équipe CSM qui gère le business, on a ces fonctions business qui participent et qui en fait définissent la stratégie, parce qu'on est sur la stratégie business du compte. Mais du coup, comme vous avez vu, ce sont plutôt des personnes qui sont très 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 impliquées et très régulièrement en contact avec les clients. Voilà. Ok, ça marche. Merci, Elliot. Question d'Arthur, alors qui est pas tout à fait liée à notre sujet, mais qui est une question intéressante qui, je pense, mériterait presque un webinaire à elle entière. Comment gérer le départ du sponsor ou du DM? Donc, je sais pas, DM, bon, bref. Il y a souvent une corrélation entre le churn et le départ de la personne qui a lancé le SaaS dans l'entreprise? Oui, clairement. Est-ce qu'on peut avoir une réponse brève sur un sujet comme celui-ci, Elliot? Je vais tenter une C'est réponse une, en une c'est- seule c'est une- phrase. c'est une bonne question, hein, mais Ouais, c'est une très bonne question et c'est un sujet qui est très vaste. J'ai le même retour. Effectivement, le départ des sponsors est un élément qui déclenche très souvent des churns. Je pense que l'orientation dans laquelle faut qu'on ait cette conversation, s'il y a un webinaire là-dessus, c'est de se dire comment est-ce qu'on s'assure de bien gérer la transition avec le prochain sponsor dans ce contexte-là, et alors, comment on peut utiliser la business review avec ça. Si on arrive à avoir l'information d'avance, tant mieux, et on peut le planifier avec le sponsor en cours de départ. Mais parfois, c'est oui. pas le cas. Parfois, c'est sur Normalement, place. un vrai champion te le dira potentiellement Si le avant champion même est que au son... courant. Oui, Je- oui, Voilà, oui. je travaille beaucoup par exemple avec les US, on est sur des licenciements qui arrivent la veille pour Oui, le jour même. effectivement, Et là, du ça coup, change c'est très ça difficile change un d'être au petit peu la courant. donne. Mais c'est vrai que à travers le prisme français, bon, je pense que l'essentiel du temps, pas toujours, mais c'est plutôt
dans ce sens-là. Et donc, oui, lui, souvent, en tout cas, un préavis au moins pour te prévenir et donc anticiper. Et il y a aussi le côté de comment est-ce que tu maintiens le lien avec ton ancien champion pour reboucler quand il est dans sa nouvelle entreprise, pour éventuellement voir s'il n'y aurait pas un nouveau projet à construire. Euh, Ça marche. Gabriel, comment définir les KPI liés au ROI avec un client qui n'a aucune idée de comment calculer son ROI avec notre solution? Et ce qui recoupe une autre question que j'avais vue passer qui était, OK, comment est-ce que tu rends Sociable ROIste? Parce qu'effectivement, il y a des solutions où tu vends, j'en sais rien, sur des marketplaces où tu fais de la recommandation produit, tu es capable de présenter un chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires incrémental, ce genre de choses. Bon, je pense que c'est un peu moins binaire que ça avec une plateforme comme Sociable. Donc oui, comment est-ce que tu définis des KPI de ROI pour une solution qui ne te sort pas des euros à la fin du mois? Mais c'est une question qui est passionnante et qui pourrait valoir à elle seule un webinar On reprend également. rendez-vous. Non, non, mais c'est si plusieurs choses. Bon, déjà, Sociable, on propose une plateforme pour laquelle définir des KPI d'ROI qui sont business et pas évident parce qu'on parle de sujets de communication et les sujets de communication sont parfois assez nébuleux, même au sein des entreprises. Ceci dit, je sais que c'est pas du tout un cas isolé et que même dans les contextes où c'est peut-être un petit peu plus facile, c'est quand même pas facile. Moi, je pense que le learning que j'ai là-dessus, en simplifié, hein, c'est toujours une conversation qui est très difficile. Et il faut pas imaginer que la conversation sera simple. Moi, je me suis beaucoup arraché les cheveux en essayant de rendre cette conversation simple. La conversation n'est pas simple. Et en fait, poser la question aux gens de quels sont vos objectifs est une question qui ne sert pas à grand-chose. Pour l'avoir posée pour de nombreuses années, je sais de quoi je parle. Notre conclusion aujourd'hui est plutôt de venir avec, donc on essaie de faire une conversation pour comprendre, et donc peut-être lors d'un copil, peut-être lors d'un meeting indépendant, et on vient avec une proposition qui est de notre benchmark et potentiellement plein d'erreurs. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile pour les clients de critiquer que de répondre à des choses un peu nébuleuses, voire on leur donne des choix parmi voilà les grands enjeux majeurs pour lesquels nos clients nous sollicitent. Vous êtes où? Et là, en fait, ça déclenche beaucoup de réactions qui sont beaucoup plus faciles à avoir. Et moi, j'aurais tendance à dire dans un copil, mon objectif va souvent être plutôt de chercher à montrer qu'on n'en a pas et que c'est quand même très problématique, récupérer quelques infos pour avoir à peu près une ligne directrice, mais surtout s'assurer qu'on est tous d'accord pour se dire faut qu'on organise un call pour dédié pour en parler. Je me lancerai pas dans aller dans la profondeur du sujet dans un copil, en tout cas dans mon contexte, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ok, Voilà. ça marche. Merci. Et je vais partager sur le chat un article aussi qu'on avait écrit qui était comment définir les KPI de succès avec son client. Donc, je vous renvoie aussi vers le blog pour regarder ça. On peut prendre, je pense, une dernière question, puisqu'il y en a plusieurs qui se recoupaient autour des KPI et du ROI. Et qui est la question de Benoît. Est-ce que tu automatises les business reviews pour un client qui présente un risque de churn? Donc, j'entends plus par automatiser, le systématiser, le dire, OK, si j'ai un client que je déteste qui a risque, est-ce que je déclenche automatiquement une business review, quitte à bousculer le calendrier prévu et donc quitte à la faire plus tôt ou plus tard que ce qui était prévu, enfin plutôt plus tôt que ce qui était prévu? Oui. C'est Ah, oui, voilà. non, mais c'est une très bonne question. C'est sûr qu'il y a des priorisations qui sont à faire. La réalité, c'est que dans ce que je décris, peut-être que je sais pas si ça paraît rose, mais c'est très difficile et on n'arrive pas à faire autant de business review que ce qu'on voudrait. Et du coup, forcément, on met plus de coups de collier là où soit on voit qu'il y a des grosses opportunités de croissance, soit là où on voit qu'il y a effectivement des dangers et des risques, pour justement avoir les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Euh, donc voilà, on a les deux approches en parallèle qui est essayer d'avoir des BR régulièrement avec nos clients et bien Ça marche. sûr complètement gérer l'urgence et gérer le charme. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Elliot, pour tous ces éléments.
Je vous ai partagé, il est 15 heures, on va s'arrêter là. Merci pour toutes vos questions. Désolé pour les quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Je vous ai partagé sur le chat le lien vers notre prochain webinaire où on parlera de rémunération variable en Customer Success et en l'occurrence comment définir une rémunération variable en Customer Success. Donc aussi un bon sujet. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'ici et merci beaucoup Elliot pour tous les éléments que tu as partagés. Merci pour l'invitation et merci pour les questions très intéressantes. À très bientôt tout le monde. Allez, bon après-midi à tous. Au revoir.